Salut les terriens, pour ce journal de la Starbase, le tout premier de l'année, nous n'allons pas déroger à la règle et nous irons faire notre traditionnel tour d'inspection à Boca Chica. Si les décisions administratives se font attendre, nous verrons que les équipements du pas de tir prennent leur mal en patience en répétant leur chorégraphie, à l'image de Mekazila, la tour orbitale, qui a eu droit à une séance de fitness sur mesure. Alors que les tout derniers préparatifs sont en cours, on se demande tout de même si le vaisseau phare de SpaceX et son booster Super Heavy seront à la hauteur des attentes et des nombreuses missions qui leur seront confiées en 2022. C'est parti! Mais avant d'aborder l'agenda chargé de SpaceX pour cette nouvelle année, faisons d'abord notre traditionnel tour de Boca Chica. On commence ici avec cette belle image trouvée sur Twitter d'un aileron doré par le reflet du soleil au petit matin. Qui sait, peut-être un beau présage pour ce début d'année. Du côté du pas de tir, les équipes de la Starbase n'ont pas le temps de faire dans le sentiment et s'appliquent à protéger les équipements en vue du prochain tir orbital. En effet, la table orbitale, aussi appelée OLP, la tour de lancement Mekazila et le Super Heavy B4 devront travailler en bonne harmonie. Des protections ont donc été apportées sur le QD Arm afin sans doute d'absorber les chocs lors du ravitaillement du booster et ainsi d'éviter d'endommager ce dernier. Le Super Heavy B4 a été installé sur la table orbitale afin de subir les derniers tests avant un tir statique, et parmi ces nombreux paramétrages, les équipes de SpaceX en ont profité pour tester les fameux starters de l'OLP, chargés d'allumer les raptors extérieurs du booster. Le B4 a dû ensuite quitter la table orbitale pour être déposé avec précaution sur une plateforme de transport. Il a été soulevé par Marvin, appelé également Grue Martienne, dernier petit surnom trouvé, sans doute par Elon Musk, pour la toute nouvelle égérie de SpaceX dont nous parlions en détail dans le journal de la Starbase du 16 novembre dernier, et que je vous invite à visionner si vous voulez en savoir plus à son sujet. Un hommage au booster B3 qui a fait rugir ses moteurs Raptor lors du tir statique du 20 juillet 2021, il a été démantelé en plusieurs morceaux pour éviter la demande de fermeture de route qu'aurait nécessité son transport en une pièce trop massive jusqu'au site de construction. La table orbitale, quant à elle, a bénéficié d'un peu de douceur, des bâches roses ont été installées sur ces circuits pour les protéger des étincelles provenant des soudures lors des travaux de protection sur ces équipements. Et puisqu'il est question de protection, revenons un peu sur cet équipement absolument nécessaire pour un lancement sur un pas de tir, moins visible de prime abord et pourtant essentiel, le système de déluge d'eau dont nous avons déjà parlé dans de précédentes vidéos du journal de la Starbase. Voici à quoi cela ressemble par exemple sur le pas de tir 39A du centre spatial Kennedy durant un test pour la mission Artemis de février prochain. 1,7 million de litres d'eau pressurisée et propulsée à 30 mètres de haut, c'est la quantité nécessaire pour atténuer le bruit et les dégâts que peuvent occasionner les flammes de la fusée SLS sur les équipements du pas de tir. Et le SLS n'a entre guillemets que 4400 tonnes de poussée. Au fait, j'ouvre une petite parenthèse, un Raptor 2, ça fait quel bruit déjà ? Sachant que la routine pour ce genre de moteur c'est 300 bars et que 33 de ces Raptor 2 équiperont les futurs boosters de l'entreprise, un Super Heavy qui, flanqué de ses moteurs optimisés, atteindra 7500 tonnes de poussée, vous voyez où je veux en venir ? Eh bien nous avons fait le calcul et pour une telle puissance, les besoins en eau pour chaque tir seraient d'environ 2,9 millions de litres. À en juger par ce qui nous est permis d'observer, même si l'on sait que l'eau sera sous pression et vaporisée par des embouts en forme de spirale, on imagine mal ces petits tuyaux approvisionner l'OLP de 2,9 millions de litres d'eau. D'autant plus que si l'on regarde les environs du pas de tir, on ne peut pas dire que cette ressource soit abondante dans la zone. Également, aucun système important d'approvisionnement en eau n'est visible sur le pas de tir, malgré les exigences environnementales qui obligent SpaceX à récupérer le précieux liquide déversé pendant les lancements. Alors les ingénieurs de Boca Chica ont-ils fait les mêmes calculs que nous, ou auraient-ils prévu au contraire un minimum syndical, quitte à surprotéger la table orbitale en utilisant par exemple ce type de structure ? Non, ce n'est pas la niche du robot Apollo reconverti en protection improvisée. Bon, à première vue, ça ressemble quand même un peu à cela, mais il est fort probable que cela soit plutôt des couvertures destinées à protéger les pieds de l'OLP, qui sont bardés de circuits et de tuyaux d'alimentation sensibles à de trop fortes températures. Dans le même registre, des plaques de métal ont été installées sur la table orbitale et il semble donc que SpaceX ait préféré renforcer les structures de cette dernière plutôt que d'enchaîner sur le tir statique du booster dont les tests préliminaires étaient pourtant concluants. Alors SpaceX va-t-il privilégier une armure d'acier pour protéger le Stage 0 afin de diminuer les quantités d'eau nécessaires pour contrer les flammes des 33 moteurs Raptor 2 du booster, ou l'entreprise va-t-elle encore une fois innover et inventer un nouveau système de déluge d'eau plus économique et écologique ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Mercredi 29 décembre dernier, sur le pas de tir suborbital, des tests ont été effectués sur le Starship.
Sur cet arrêt sur image, on voit très bien l'onde de choc qu'a provoqué l'allumage de 3 moteurs Raptor 1. Le tir statique s'est donc bien déroulé, même si une ou deux tuiles ont encore été éjectées. Si des progrès techniques semblent avoir été faits sur le bouclier thermique, il est probable que le résultat ne satisfasse pas pour autant les ingénieurs de Boca Chica. D'ailleurs, peut-être est-ce la raison pour laquelle le second test a été avorté. Et oui, car non seulement ces tuiles doivent résister, mais pour certaines d'entre elles situées à des points clés du Starship, elles doivent aussi pouvoir être amovibles. C'est donc un véritable casse-tête qui, cependant, a bien sa raison d'être. En effet, pour sécuriser et soulever un prototype Starship, il faut pouvoir disposer de points d'accroche. Bien sûr, c'est la tour de lancement qui se charge de récupérer le vaisseau lorsqu'il est opérationnel et de l'installer sur le booster, mais en amont, il faut pouvoir soulever le vaisseau par un moyen ou un autre afin de le sécuriser et le faire sortir du hangar. Pour rappel, nous en parlions dans le journal de la Starbase du 2 novembre dernier, cette protection thermique est d'une importance capitale. En effet, si une seule de ces tuiles venait à être éjectée pendant le lancement ou durant la rentrée atmosphérique, cela serait suffisant pour déclencher une véritable catastrophe, une désintégration pure et simple du vaisseau sous l'effet de la chaleur. À l'approche de la fameuse échéance du premier tir orbital, la seconde peau du Starship en principe ne devrait plus connaître la moindre défaillance. De quoi donner encore de belles et longues nuits blanches aux équipes de SpaceX, mais restons positifs et espérons que, comme toujours, cette succession d'échecs finira par déboucher sur un bouclier thermique fiable et dont les tuiles tiennent tout simplement au vaisseau. Vous vous en rappelez sans doute, Elon Musk avait annoncé que SpaceX essaierait d'attraper avec les chopsticks le plus gros objet ayant jamais volé. Eh bien nous sommes sur le point de voir enfin cela, car dans la nuit du 2 au 3 janvier, les chopsticks, ces énormes baguettes chinoises, ont enfin pris vie. Mais quasi là, la tour de lancement commence donc l'année avec de très bonnes résolutions. Elle s'échauffe, bouge ses bras dans une gymnastique douce et très lente. En effet, rien de tel qu'un peu de stretching pour vérifier que ses articulations et ses tendons sont fin prêts pour le grand jour. Et pour clôturer cette séance de fitness nocturne, Mekazila, en sportif de haut niveau, a salué l'assemblée de photographes et de caméramens en ouvrant grand ses bras. Son entraînement est cependant loin d'être terminé, en effet la tour de lancement a eu droit à une séance de musculation avec des poids sur les chopsticks afin de s'assurer que sa structure sera en mesure de supporter l'énorme masse du booster. Même le panneau à déconnexion rapide de la table orbitale a eu droit à sa séance d'étirement. Toutes ces images sont bien sûr passées en accéléré car le fitness à Boca Chica c'est doucement le matin et pas trop vite le soir. Mais trêve de plaisanterie, cette lenteur est due au fait qu'il faut vérifier que tous les systèmes fonctionnent bien et surtout de manière synchrone avant d'accélérer la cadence. Et oui, on ne court pas un sprint si on ne s'est pas échauffé un peu avant. En même temps, il est plutôt sage de mettre ce temps à profit, surtout que SpaceX doit encore rédiger quelques courriers qui au départ ne devaient être que de simples formalités administratives. En effet, la publication de l'évaluation environnementale de la FAA, l'Agence américaine fédérale de l'aviation, qui devait être publiée le 31 décembre 2021, a encore été reportée pour le 28 février cette fois, ce qui commence sérieusement à agacer les fans de SpaceX, je suis d'ailleurs sûr qu'il y en a parmi vous, et qui n'en peuvent plus d'attendre. Allez, encore un peu de patience, on n'a jamais été aussi proche du moment tant attendu. Pour autant, les rapports de SpaceX et de la FAA sont cordiaux, et il ne faut pas y voir une volonté de freiner les projets de l'entreprise d'Elon Musk, mais plutôt la tâche énorme que représente cette simple formalité administrative pour cette administration. Et oui, car elle doit analyser, prendre en compte et répondre à environ 11 000 retours du public consultés à l'occasion de cette évaluation. Dans le pire des scénarios, s'il s'avère que l'activité de SpaceX impacte de façon néfaste le site de Boca Chica, tout n'est pas perdu, car malgré une perte de temps évidente sur l'agenda d'Elon Musk et de ses équipes, il est probable que l'entreprise soit en mesure de transférer son pas de tir à Cap Canaveral, comme nous l'avons vu dans le dernier journal de la Starbase. 2021 a donc été un chantier perpétuel sur la Starbase qui a porté de nombreux fruits, 4 vols suborbitaux, 10 tirs statiques, et on a vu sortir de terre une ferme à ergols, une table orbitale, une tour de lancement ainsi qu'un site de production qui a accouché de pas moins d'une dizaine de prototypes. Par conséquent, vous vous en doutez sûrement, 2022 nous réserve une actualité bien chargée, avec en perspective le tant attendu tir statique du B4 avec ses 33 moteurs Raptor, le tout premier tir orbital, le spectacle ahurissant de la récupération du booster et du Starship par les bras surentraînés de la tour de lancement Mekazila, et sans doute une toute nouvelle Starbase en Floride. Mais tout cela n'est que la face émergée de l'iceberg, car au menu de cette année et des années à venir, le Starship, avant même d'être multiplanétaire, va surtout être multitâche. Et ça, SpaceX ne s'en cache pas au vu de ses déclarations. À terme, le Starship et son Super Heavy vont sans doute mettre au placard la Falcon Heavy, et peut-être même la Falcon 9 en reprenant les missions qu'ils assument déjà. À commencer par l'envoi de satellites sur diverses orbites et à un coût marginal par lancement inférieur à celui de ces véhicules Falcon actuels, selon l'entreprise.
Les télescopes spatiaux également, avec un compartiment de charge utile plus grand que n'importe quel coiffe actuellement en service ou en développement, Starship ouvre la voie à de nouvelles missions, notamment à des télescopes spatiaux encore plus grands que le James Webb. Le ravitaillement de l'ISS et la rotation d'équipage. Depuis 2012, SpaceX assure des opérations de ravitaillement entre la Terre et la Station Spatiale Internationale avec la fusée Falcon 9. Le Starship doit remplacer ce couple d'ici quelques années avec une capacité de transport bien plus importante que ce qui est permis avec le Dragon 2, soit 6 tonnes en orbite terrestre basse. Le tourisme spatial fera également partie de ces missions. On sait que l'entreprise doit convoyer des civils à bord de l'ISS à partir de 2022, mais ça sera avec une fusée Falcon 9. 4 vols sont annoncés pour l'instant entre 2022 et 2023, mais à l'avenir il est possible que des rotations équivalentes aient lieu avec le Starship. Par contre, c'est bien avec ce vaisseau qu'il y aura un vol privé autour de la Lune, prévu pour le milliardaire japonais Yusaku Maezawa. Également, Starship possible futur éboueur de l'espace, c'est la perspective qu'a esquissée la présidente de SpaceX, Gwyneth Shotwell, à Time. Il est tout à fait possible que nous puissions tirer parti du Starship pour aller vers certaines de ces fusées mortes, les fusées d'autres personnes bien sûr, pour aller ramasser certains de ces déchets dans l'espace, a-t-elle déclaré en octobre 2020, dans des propos rapportés par Futurism. Le Starship est aussi prévu pour réaliser des vols intercontinentaux partant de bases flottantes au large des côtes. Avec ce mode de transport, on pourrait rejoindre n'importe quelle destination en moins d'1 heure, y compris un New York-Shanghai, un Londres-Dubaï ou un Athènes-Sydney. Enfin, le vaisseau pourrait aussi servir pour un premier voyage vers Mars et sa colonisation. On entre ici davantage dans le domaine de la science-fiction bien sûr, mais cela étant, SpaceX explique sur son site web que la construction de villes sur Mars nécessitera la livraison à un prix abordable de quantités importantes de marchandises et de personnes. Enfin, le transport d'astronautes vers la Lune sera assuré en binôme par le Starship et le Space Launch System de la NASA, la SLS, qui transportera 4 astronautes à bord du véhicule spatial Orion pour un voyage de plusieurs jours jusqu'à l'orbite lunaire. Ensuite, un transfert de 2 astronautes sera opéré dans le Starship Human Landing System de SpaceX qui fera la liaison avec la surface. C'est d'ailleurs une superbe transition pour vous annoncer que le saviez-vous de mardi prochain sera consacré aux missions Artemis en comparaison avec les missions Apollo. Vous allez voir qu'il y a pas mal de similitudes. Voilà les terriens, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à la partager, à la commenter, et à faire briller ce pouce bleu pour soutenir l'équipe du Journal de l'Espace, dont l'agenda 2022 va lui aussi être très chargé. On se retrouve vendredi pour l'actualité spatiale de la semaine. Salut les terriens!